Bonjour à tous, je suis Dueling Gentleman et la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un extrait d'une vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus complète sur l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones, à laquelle vous pouvez accéder en cliquant soit dans la description, soit dans le coin de la vidéo, puisqu'il y aura un petit i. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et ça vous mènera à l'épisode complet. Sachant que si vous voulez voir l'épisode complet, ça n'a absolument aucun intérêt de continuer de regarder cette vidéo-ci parce qu'il n'y a rien en plus par rapport au passage qui est dans la vidéo complète. Donc voilà, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo complète, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, voici le top 3 de mes scènes préférées de l'épisode 3 de la saison 7 de Game of Thrones. Bien, c'est la troisième émission dans laquelle j'inclus une partie où je vous parle de ma scène préférée et où je vous demande de faire pareil. Et pour l'instant j'ai reçu un total de 0 commentaires, donc peut-être que cette fois-ci sera la bonne et que vous me laisserez un commentaire en m'expliquant, en me disant quelle est la scène de l'épisode que vous avez préférée. On peut rêver, peut-être que c'est à celui-là que vous vous réveillerez, j'en sais rien. En tout cas, sachez qu'il n'est pas trop tard et que je ne vous jugerai pas si jamais vous décidez seulement maintenant de mettre un commentaire. Je sais pas, peut-être que c'est ça qui vous freine, j'en sais rien. Bien au contraire, je l'accueillerai avec plaisir. Mais pour l'instant j'ai rien. Du coup j'ai décidé de faire évoluer un petit peu le format et de transformer ça en un top 3 de mes scènes préférées de l'épisode. Et la vidéo sortira à l'intérieur de la vidéo principale et en vidéo supplémentaire sur le côté, pour un petit peu faire de la pub pour la vidéo principale qui, je l'avoue, est une vidéo assez longue et qui ne donne pas forcément envie aux gens de la regarder. Donc on va essayer cette formule-là. Si vous voulez me parler de votre ou de vos scènes préférées dans les commentaires, donc je suis désolé j'insiste, mais c'est un peu ça que j'avais dans l'idée quand j'ai créé cette séquence, c'était de démarrer un dialogue avec vous. N'hésitez pas donc à me donner une ou plusieurs scènes, à faire votre propre top 3, top 2, top 5, top 1, je m'en fous. Voilà, parlons ensemble, c'est ça qui est censé déclencher cette partie de la vidéo. Donc, en attendant, je vais faire ma part, disons, du deal, et je vais vous parler de mes 3 scènes préférées. C'est parti! En numéro 3, nous avons donc la gestion de Winterfell par Sansa, qui se débrouille extrêmement bien, puisque elle prévoit la nourriture pour l'hiver, elle prévoit d'adapter les armures pour l'hiver, elle tient tête à Littlefinger, et ensuite un petit peu plus tard, quelques secondes plus tard, quand son frère débarque, elle montre un côté beaucoup plus humain, beaucoup plus compatissant, et beaucoup plus empathique que ce qu'elle montrait avant, où là elle était vraiment dans un esprit de gestion et de logistique. Petit bonus pour cette scène, c'est... alors techniquement c'est pas un plan séquence, mais presque, c'est en tout cas une scène qui est filmée avec très peu de cuts, des temps donc assez longs, la caméra se déplace en même temps que les personnages qui marchent, donc il a bien fallu coordonner temporellement tous les acteurs. Enfin, ça a l'air d'être un gros boulot, on s'en rend pas forcément compte, mais en général toutes les scènes un peu longues comme ça, où en plus de ça il y a plusieurs acteurs qui interagissent les uns avec les autres, entre eux et avec ceux qui se trouvent autour de ceux qui marchent et qui ne se déplacent pas, voilà, donc il y a un gros taf qui a été fait pour rendre cette séquence extrêmement fluide, et c'est très agréable. Et cette fluidité a en plus du sens dans la mise en scène, dans l'épisode en elle-même, puisque ça montre à quel point tout est clair dans l'esprit de Sansa, tout est fluide, elle sait exactement ce qu'il faut faire pour ça, machin, ceci, elle pense dans le temps long et elle démontre que c'est un personnage sur lequel il va falloir encore compter un petit moment dans la série, parce qu'elle est loin, très loin d'avoir fini tout ce qu'elle a à faire, et comme je l'avais dit tout à l'heure dans l'épisode, je lui souhaite d'aller le plus loin possible, pourquoi pas même sur le trône. En numéro 2, on a la prise de Castral Rock par les Immaculés telle que racontée par Tyrion, à la fois donc l'assaut sur la façade qui est un petit peu perdu d'avance avec tous les archers
qui leur envoie des flèches et des cailloux pour les faire tomber des échelles et tout. Et en plus de ça, le passage secret parmi lequel ils se faufilent pour finalement ouvrir les portes de l'intérieur et prendre la ville. C'est fort d'un point de vue symbolique puisque c'est Tyrion qui déjoue l'une des structures dont son père était le plus fier, donc il y a encore, même mort, il y a encore une rivalité entre Tywin et Tyrion, c'est incroyable, et on voit que sa faiblesse ça a été de ne pas s'occuper des basses besognes. La bonne idée pour économiser du budget tout en rendant cette scène la plus iconique possible, c'est de la faire narrer par Tyrion, qui lui s'exprime au futur, puisqu'il explique à Daenerys comment la bataille va se dérouler, et nous on a les images qui correspondent, et du coup ça donne une sorte d'atmosphère vraiment spécifique à cette scène, qui fait qu'elle devient iconique, alors même que finalement quand on regarde vraiment ce qui se passe à l'écran, c'est pas oufissime. Alors oui, les Immaculés sont beaux, on les avait pas vus depuis longtemps faire quoi que ce soit d'ailleurs, on les avait pas vus depuis longtemps avec leur casque, voilà, on a vraiment l'impression d'une force entraînée, inarrêtable et intimidante, mais ils passent dans un passage secret, ils remontent, ils ouvrent des portes, et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui essayent d'escalader le mur. C'est pas non plus la bataille du siècle, quoi. Voilà. Si elle avait été filmée telle quelle, sans la narration de Tyrion par-dessus et qu'on avait mis de la musique et des bruitages, ça aurait été 15 fois moins mémorable que ce que ça ne l'est maintenant. Surtout que, d'un point de vue, encore une fois, de la mise en scène, ça permet de montrer que Tyrion est un excellent stratège, puisqu'il sait comment ça va se passer. Le récit qu'il raconte au futur nous est montré à nous au présent, donc ça justifie absolument tout ce que dit Tyrion. Tout ce qu'il explique dans le futur se réalise dans le présent. Donc ça montre que pour lui il n'y a même plus de surprise. Il sait exactement comment ça va se passer, combien il va y avoir d'hommes, d'où est-ce qu'ils vont venir, comment ça va se goupiller, combien il y aura de pertes, limite il est capable de te donner un nombre précis, j'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas on voit bien que dans sa tête c'est super clair, et ça, sans même qu'il ait besoin de le dire, grâce à la mise en scène. C'est dommage qu'il y ait une telle incohérence avec les bateaux de Euron qui n'ont absolument rien à foutre là, parce qu'ils ne pouvaient pas arriver là à temps, parce que s'il n'y avait pas eu ça, la scène aurait été vraiment parfaite. Et enfin, numéro 1, eh ben, je suis désolé, je vais pas être extrêmement inventif, mais pour moi, ça a été la scène de rencontre entre Daenerys et Jon. On sent bien qu'il y a eu un amour particulier qui a été fait dans pour rendre cette scène la plus mémorable possible et la plus symbolique possible, que les gens qui regardent cette scène s'en souviennent encore des jours et des jours après. Je suis pas spécialement un fan de Jon, et je suis loin d'être un fan de Daenerys, mais même moi, j'ai trouvé que cette rencontre était extrêmement réussie entre deux personnages que tout n'oppose pas vraiment, mais qui ont des personnalités pas super compatibles, entre leurs mains respectives qui essayent de faire en sorte que tout se passe pour le mieux, et leur caractère à eux qui n'arrivent décidément pas à se mélanger. La scène... je parle uniquement de la rencontre entre les deux dans la salle du trône, hein, pas la scène après où ils sont dehors et où ils parlent de Verdragon. La première scène. Il y a une tension dans cette scène où tu sais pas comment ça va se finir. Parce qu'avec les répliques absolument décomplexées qui fusent d'un côté comme de l'autre de la pièce, ça pourrait très bien finir, pas en bain de sang parce que Jon il a plus d'armes, mais enfin, il pourrait se fâcher à vie, Jon pourrait tourner les talons et repartir chez lui, et même quand on sait où va l'intrigue à peu près, et qu'on se dit que c'est pas possible que ça se finisse comme ça, l'épisode installe quand même un suspense suffisamment pesant pour que tu doutes de tes certitudes. Et ça c'est balèze. Ça c'est vraiment balèze. Ils auraient pu faire une scène super facile
en faisant du fanservice à gogo, où les deux se jettent dans les bras l'un de l'autre 15 secondes après s'être rencontrés, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'épisode, et ils ne l'ont pas fait, ils ont préféré faire quelque chose de plus carré, de plus construit, parce qu'on a vraiment l'impression depuis le début de la saison 7 et même depuis un petit peu la fin de la saison 6, que les réalisateurs partent assez facilement, et les scénaristes aussi, partent assez facilement dans le fanservice, et le réalisme surtout, c'est le réalisme qui en pâtit beaucoup depuis la fin de la saison 6, avec tous les personnages qui arrivent à se téléporter là. C'est un peu chaud quand même, mais là voilà, ils ont dit on arrête les bêtises, on fait quelque chose de carré, de mémorable, de fidèle à l'œuvre originale. C'est comme ça que doit se dérouler la rencontre entre Jon et Daenerys, et on a voilà quelque chose qui se finit pas, où ils se tombent pas dans les bras de l'un de l'autre, même à la fin de l'épisode. Ils ont montré, comment dire, là ils ont vraiment voulu garder la personnalité des deux personnages, que ce soit une bataille d'ego presque entre les deux, et qu'aucun des deux ne lâche le morceau, parce qu'ils ont tous les deux des choses très importantes à revendiquer, surtout Jon pour moi, mais enfin bon, voilà. Bref, cette scène était excellente, et c'est pour ça qu'elle est première de mon top. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et que vous avez envie d'aller voir la vidéo principale. Si jamais vous n'êtes pas encore convaincu, voici une petite liste de ce qui vous attend dans cette vidéo complète. Il y a tout d'abord une réaction à l'épisode, où vous verrez ma tête la première fois que j'ai regardé l'épisode. Je me suis filmé en le regardant, et j'ai sélectionné pour vous les meilleurs moments de mon visionnage de l'épisode. Ensuite, il y a un retour point par point sur les différentes séquences de l'épisode, ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce que ça peut impliquer pour la suite de la série. J'en profite également pour donner mon avis dessus au passage, parce que j'aime bien faire ça. Ensuite, il y a la partie scène préférée, qui est la partie que vous venez de voir. Et ensuite, il y a une partie prédiction, où j'essaye, comme son nom l'indique, de prédire le futur de la série, sur la base des nouveaux éléments qu'on a suite à la diffusion du nouvel épisode. Si ce programme vous intéresse, s'il vous intrigue, s'il vous passionne, n'hésitez pas à cliquer soit sur le lien dans la description, soit sur le petit i dans un coin, je sais plus lequel, de l'écran. Et puis il y aura encore juste après, là, comme là je fonds, je disparais dans le noir, et ben, il va y avoir un lien sur l'écran, c'est incroyable, vous pouvez cliquer dessus, cliquez!